Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont, on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur sert la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi pour ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Coin du DP aujourd'hui a rendu visite à la rédaction du journal Temps Nouveau pour débattre de l'actualité avec son patron Ibrahim Acha. Ibrahim Acha, ça fait un bail. Oui, ça fait un bail, mais nous nous portons très bien et c'est l'occasion aussi de saluer tous les auditeurs et auditrices de Radio Carré Jeune. Voilà, vous êtes dans le Coin du DP, un canal pour les directeurs d'application de débat de l'actualité ayant marqué la semaine. L'invité du jour, donc, Ibrahim Acha. Vous pouvez donc réécouter cette émission sur YouTube en tapant Radio RCJ-Coin du DP. Radio RCJ-Coin du DP. Et c'est la rédaction du journal Temps Nouveau qui nous reçoit pour ce numéro. Voilà, Ibrahim Acha, la presse togolaise face au défi de l'autorégulation. C'est le thème autour duquel l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, instance d'autorégulation des médias, tribunal des pairs, a réuni les patrons de presse, les organisations professionnelles, les rédacteurs en chef, et bref, les hommes de médias. Mercredi dernier, à Lomé, améliorer l'autorégulation pour une presse plus responsable, libre et professionnelle est l'objectif général de cette rencontre. Ibrahim Acha, réaction? Il faut dire que c'est une initiative à saluer. Depuis que le bureau directeur de l'OTM a été renouvelé avec la venue du confrère Aimé Ekpe, nous avons remarqué que le défi de professionnalisme a pris corps au sein de ce tribunal des pairs, et ce tribunal des pairs que nous appelons de toute notre vœu à aller vers la défense des intérêts de la presse et surtout la régulation, de manière à ce que on sente une certaine responsabilité de la part du journaliste dans l'exercice de sa profession. Et donc l'OTM est en train de faire ce travail. Je pense que c'est ça même qui a motivé l'organisation de cet atelier, au cours duquel on nous a rappelé certains principes de notre métier, les b.a.-ba, et surtout le côté responsabilité du journaliste, parce que lorsque vous produisez des articles, lorsque vous produisez des émissions et lorsque vous écrivez, je voulais parler de façon générale de tout ce que nous faisons au niveau de la presse pour donner l'information. Et il faudrait qu'on sente une certaine responsabilité dans le traitement des sujets. La responsabilité et surtout l'autorégulation voudrait que le journaliste, avant d'écrire, essaie de revisiter les tests fondamentaux de notre profession pour ne pas entrer en conflit avec la loi, notamment le code de la presse et surtout les lois en vigueur dans notre pays. Je pense que c'est en tout cas une initiative à saluer de la part de l'OTM, et tous les professionnels des médias qui étaient à la rencontre ont apprécié
tout cas cette initiative. Ils ont apprécié le côté appel à la prise de conscience au niveau de l'exercice de notre métier. Nous avons relevé au cours de cette rencontre que seule l'aide de l'État à la presse, vue à la hausse, peut quand même mettre de l'ordre, puisque tout tourne autour de l'argent. Les gens ont dit comment paraître, ce qui fait que le journaliste est manipulable par l'homme politique. Oui, c'est vrai que l'aide de l'État à la presse, je pense que c'est en tout cas une manne qui apporte un plus à l'entreprise de presse, mais l'entreprise de presse avant tout doit chercher le côté rentabilité et surtout avoir un business plan qui puisse l'amener à tenir le coup. Mais surtout dans les pays en développement, ce n'est pas seulement au Togo seul. Il y a cette culture de l'achat des journaux qui n'est pas encore ancrée dans les mœurs de nos populations. Donc il faudrait quand même qu'il y ait encore un travail de sensibilisation. Mais je ne dis pas que l'aide de l'État à la presse ne va pas apporter un coup salvateur dans notre métier. Je ne suis pas en train de nier cela. C'est vrai que dans certains pays, ils sont déjà à 1 milliard à l'aide de l'État à la presse, au Sénégal comme au Bénin, même au Burkina Faso. L'aide de l'État à la presse avoisine les 800 millions. Donc ce qui voudrait dire que dans ce pays, le pouvoir public ou bien le gouvernement ont compris le rôle primordial que joue la presse dans l'éducation des masses, dans l'information des masses, et surtout dans la manière d'aider à l'enracinement de la démocratie. Et donc, si au Togo, il y a eu des plaidoyers de la part des organisations de presse, même au niveau de l'ETM, il y a eu des plaidoyers qui ont été en tout cas conduits, et lors de la grande rencontre, les États généraux de la presse, ce point est revenu. Et le gouvernement avait promis, en tout cas, voir dans quelle mesure il pourra faire quelque chose pour que l'enveloppe soit revue à la hausse, de manière à ce que les organes de presse éligibles puissent avoir une manne conséquente pour pouvoir continuer par travailler. Mais au-delà de tout ceci, il faudrait que les organisations de presse se battent pour que, au niveau des publicités, qu'on n'incite plus à une discrimination, comme c'est le cas actuellement où seuls certains journaux étiquetés comme tels qui ont accès à des publicités, c'est certains journaux étiquetés comme tels qui ont les faveurs, certains privilèges dans les sociétés para-étatiques. C'est certains journaux que d'aucuns assimilent à des caisses de résonance qu'on finance parce que ça aide à camoufler certaines dérives des dirigeants. Mais est-ce que c'est ça le rôle de la presse? Quand vous êtes une entreprise de presse, un journaliste, et on vous étiquette comme quelqu'un qui est en tout cas au bord du politique, je me demande est-ce que le travail d'objectivité va se sentir là-bas. Donc c'est vrai, l'argent c'est bien, mais il faudrait qu'on aille au-delà de tout ça là pour penser le côté professionnel de la chose, le côté objectivité dans le traitement des informations et surtout le côté enracinement de la démocratie. Parce que c'est de ça il s'agit actuellement dans les pays en développement. Ce sont des pays où on cherche à circonscrire la démocratie dans des travers inimaginables, dans des réseaux qui obscurs, qui ne sont pas à proprement parler des réseaux qui incarnent des valeurs universelles en matière de démocratie. Donc il faudrait que le journaliste s'affranchisse de tous ces pesanteurs pour que le travail qu'il fait soit un travail objectif, un travail de qualité. Donc moi je voudrais tout simplement qu'on se batte pour une presse totalement libre, une presse qui ne soit pas assujettis aux desiderata des hommes qui veulent tirer le Togo vers le bas. Au cours de cette rencontre, le président de l'OTM, M. Lebon, projette un congrès qui permettra d'intégrer le PPT, puisque le PPT aujourd'hui se dit ne pas reconnaître l'existence de cette instance d'autorégulation.
Non, c'est une très bonne chose parce que le PPT, c'est une association du patronat et quand vous voyez les journaux qui font partie ou bien les directeurs de publication qui font partie du PPT, en tout cas, je dirais que c'est des entreprises de presse viables, c'est des directeurs de publication qui ont fait leurs preuves en matière du travail assez bien fourni, de production de qualité appréciable, de qualité vraiment reconnue par certaines instances même internationales. La preuve, il y en a même qui ont reçu des prix à l'échelle internationale. Donc c'est dire que c'est une catégorie très importante de notre presse togolaise et il y a de quoi que le PPT rejoigne l'OTM, soit dans cette instance de régulation, puisque nous parlons d'un tribunal des pairs. Si nous parlons du tribunal des pairs, il s'agit de tous les journalistes. Nous reconnaissons en cette instance. Je vois mal pourquoi certains doivent être mis sur le carreau, certains ne doivent pas y figurer. Je pense que ce n'est pas bien pour le travail de confraternité, le travail de cohésion, le travail de professionnalisme et le travail de l'image même de la presse togolaise que nous voulons incarner. Je pense que c'est important quand même que le PPT soit partie prenante de l'OTM. C'est très indispensable. Je pense que nous avons eu à discuter de cela depuis fort longtemps et le moment est arrivé quand même pour que lors d'un congrès, cela soit fait. Voilà, très bien. Ibrahima Tcha, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Madame Hélène Clark, au Togo, selon un communiqué du gouvernement, cette visite, c'est pour renforcer la coopération PNUD du Togo et surtout toucher du doigt les réalisations du programme d'urgence de développement communautaire PUDC en exécution dans notre pays. Est-ce une façon, à Madame Clark, de marquer nos gouvernants à la culotte pour l'exécution effective de ce projet? Non, c'était important quand même parce que c'est des milliards, plusieurs milliards que cette institution a injecté dans les programmes de développement dans notre pays. Et il est important quand même que la première responsable de cette institution puisse venir voir et constater de visu l'exécution de ces programmes sur le terrain. Et donc ça renforce bien évidemment la coopération entre le Togo et cette institution. Et vous savez que lors du cinquantenaire de cette institution, le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, a été invité à New York. Et il y a eu des discussions autour des projets, surtout des initiatives engagées pour le bien de la population, pour l'amélioration du vécu quotidien des populations et surtout la lutte contre la pauvreté. Donc il y avait toute une série d'activités planifiées au niveau national et vous avez bien fait de souligner le PUDC qui est un programme ambitieux de réalisation des infrastructures socio-économiques et surtout la lutte contre la pauvreté. C'est l'objectif principal. Et donc Hélène Clark devait arriver et voir comment cela se fait. Et vous savez, il y a quand même, de façon générale, dans les pays en développement, une remarque qui a été faite, c'est que l'exécution des projets est souvent en déphasage avec ce qui est prévu sur les papiers. Vous savez que sur le terrain, c'est autre chose habituellement qui se passe, alors qu'on déclare autre chose sur les papiers. Donc c'était aussi important par le souci de suivi à terme de l'évaluation, de voir de façon beaucoup plus synoptique ce qui se fait sur le terrain et s'assurer que les choses sont en train d'être exécutées comme prévu. Donc c'est important et les autorités togolaises, selon ce qui se fait actuellement sur le terrain dans le cadre du PUDC, nous avons senti qu'il y a eu une grande volonté au niveau des autorités togolaises. Le chef de l'État accorde une importance capitale à ce projet et j'ose croire qu'il donnera des instructions pour qu'on n'assiste pas à un cafouillage et de la mystification sur le terrain par rapport à ce projet cher à notre pays. On en a assisté à beaucoup de projets qui ont été abandonnés. Quand le chef de l'État lançait le projet PUDC, c'est la question qu'on se posait, est-ce que ça peut aboutir? Aujourd'hui, en votre qualité de directeur de publication, comptez-vous sur l'aboutissement de ce projet PUDC au regard
des chantiers qui ont été abandonnés? J'ai l'impression qu'avec le PIDC, les autorités togolaises n'ont pas le choix. Elles ne peuvent pas contourner ces institutions internationales, puisque avant même le décaissement des fonds pour la réalisation des ouvrages sur le terrain, il y a un travail préliminaire qui se fait. Et le décaissement ne se fait pas à la manière, en tout cas, comme si c'était dans une épicerie qu'on est. Donc, il y a des documents à fournir et il y a tout un système qui est mis en place pour qu'on n'assiste pas vraiment à un détournement de fonds ou bien à un détournement d'objectifs. Et donc, me basant sur cette garantie que le chef de l'État a donnée, de la bonne conduite de ce projet, je me dis qu'il y aura quand même des garde-fous qui seront mis pour que des individus qui soient placés au-devant de ces projets ne prennent pas des libertés avec les fonds publics. En dehors de ça, nous avons aussi remarqué qu'au niveau d'autres projets sur le plan national, il y a eu en tout cas beaucoup de dysfonctionnements et à chaque moment, il y a eu des évaluations qui ont été faites pour s'assurer des manquements et à l'avenir, comment pallier à ces manquements. Donc, il y a toute une expérience par rapport à l'intervention dans les milieux, en tout cas ruraux. Il y a toute une expérience acquise par les autorités togolaises dans la mise en œuvre des projets. Je pense que ces expériences vont aider à ce qu'on réussisse le PIDC et aussi avec la mise en place d'une haute autorité contre la corruption et la répression des crimes assimilés. C'est un élément qui peut dissuader toute velléité de corruption ou de détournement des deniers publics. CONDIDP, c'est la rédaction du journal Temps Nouveau qui nous accueille et nous sommes avec son patron, Ibrahim Acha. Ibrahim Acha, aujourd'hui, les Togolais ont peur de consommer des produits déversés sur nos marchés. Plusieurs sont périmés. Nous dénonçons cette situation chaque fois que l'occasion s'est présentée. Le cas Ayoko José le confirme cette fois-ci. Elle est spécialiste en produits frelatés et périmés. Elle va faire des frais. Elle est mise à la disposition de la justice. Devrons-nous compter aujourd'hui sur notre justice pour la procédure normale? Parce que selon la Ligue des consommateurs, il y a déjà des mains noires derrière qui veulent étouffer cette affaire. Mais c'est en tout cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous savons que le chef de l'État a eu à un moment donné à parler d'une minorité qui s'accapare les ressources du pays. Et quand vous prenez tout ce qui prospère dans le domaine économique dans notre pays, tous ces gens-là ont des soutiens solides dans la sphère, dans le cercle décisionnel du pays. Et donc l'arrestation de cette dame la dernière fois, ceux qui ont suivi un peu le dossier, les informations qui nous sont parvenues font état de ce que cette dame a activé son réseau pour pouvoir se soustraire de la procédure engagée contre elle. Mais heureusement qu'il y a eu la vigilance des ONG et surtout le professionnalisme et le sens de l'honneur de certaines autorités de la police nationale togolaise. Et cela a fait que ces mains noires qui voulaient impressionner la police sont retrouvées impuissantes. Mais elle continue, cela ne voudrait pas dire qu'elle ne va pas continuer, puisqu'il s'agit maintenant de déférer la dame. Et c'est au tribunal que les coups les plus fourrés seront peut-être enregistrés pour obtenir vraiment l'innocence de cette dame et œuvrer à ce qu'elle soit libérée. Mais vous savez, moi je ne vois même pas, le côté de la justice ne me préoccupe pas. C'est le côté impact
de cette activité criminelle-là sur la vie de nos populations et sur la santé publique. Parce que les produits périmés qu'on déverse sur le terrain, vous savez que c'est tout le monde qui s'en approvisionne. Et surtout, c'est des produits de première nécessité. On parle des spaghettis, du lait et autres. Là, vous voyez que c'est à grande consommation dans notre pays. Et ça fait partie des habitudes alimentaires dans notre pays. Et donc, toute la population togolaise est exposée à ce commerce criminel, à ce commerce, en tout cas, que je qualifierais de inhumain. Comment faire alors? Est-ce que les autorités sont en train de conduire des enquêtes pour voir les grandes surfaces où ces produits sont écoulés, les supermarchés qui sont en relation étroite avec cette dame, les circuits de distribution de ces produits périmés? Je pense que les autorités togolaises devaient déjà commencer par faire un travail une investigation sur les terrains, répertorier ces supermarchés et autres là, et les boutiques, les supérettes et les magasins d'alimentation générale, pour que si on doit procéder à des saisies, qu'on commence très tôt et enlever ces produits impropres à la consommation sur les rayons au niveau de ces grands magasins, surface et magasins d'alimentation générale. Je pense que c'est à ça aussi qu'on doit s'atteler. En dehors de ça, il faudrait aussi rappeler qu'il y a un autre fait qui alimente vraiment le débat actuellement dans un pays voisin. Je parle du Bénin, où on parle aussi de la commercialisation des produits congelés. Vous savez que les autorités béninoises ont détecté qu'il y a une importante cargaison de volailles qui sont arrivées en terre béninoise et qui contiendraient des substances cancérigènes. Et actuellement au Bénin, il y a un communiqué de la part du ministère de l'élevage et du commerce pour en appeler à la vigilance des populations. Et au niveau du Gabon, pas plus qu'hier aussi, il y a eu un communiqué de la part du ministère de l'Agriculture du Gabon et pour appeler la population gabonaise à plus de prudence et surtout à boycotter les produits congelés en provenance du Brésil, parce que c'est des produits suspectés qui peuvent créer des préjudices vraiment au point de vue sanitaire à la population. Mais au Togo, malgré l'arrestation de cette dame, aucun communiqué n'est sorti pour situer les populations. Il n'y a pas eu de communiqué pour dire aux gens que c'est tel produit de telle marque que cette dame commercialise. Et quand vous verrez des produits comme ça qui sont qui portent ces dates de péremption ou bien étiquetés comme tels, bon, c'est des produits suspectés. C'est là où il faut saluer le courage des journalistes. Ah oui, puisque c'est un travail que nous faisons à nos risques et ça nous attire souvent des foudres. Vous vous rappelez le cas de tilapia avarié que des mains noires ont voulu mettre sur le marché au mépris de la santé des citoyens. Et il a fallu un travail d'un journaliste pour que cette cargaison qui devait être déversée sur le terrain soit détruite. Donc, chaque jour que Dieu fait, nous ressortons des informations, nous faisons notre rôle aussi d'alerte par rapport au grand scandale. Cela n'est pas salué, je vous dis la vérité, cela nous attire plutôt des ennuis et des ennemis. Et ce qui est vraiment dommage, c'est les autorités qui sont chargées même de veiller à la santé de nos populations, à la sécurité de nos populations et au bien-être de nos populations, qui sont nos premiers ennemis, parce que elles pensent que nous mettons nos pieds dans leur plat, que ce n'est pas en tout cas nous qui allons le faire. Vous savez, surtout que nous sommes arrivés à un niveau de capitalisme sans moralité, les gens sont prêts quand même à
à sacrifier même leurs prochains pour avoir de l'argent. Et c'est dommage, c'est de l'immoralité. Il faudrait que nous retrouvions les valeurs humaines parce que entre nous Togolais, nous devons œuvrer au bien-être de l'ensemble parce que quand ton voisin se porte bien, c'est toi aussi qui se porte bien, c'est la nation qui se porte bien. Très rapidement, votre réaction sur le Ashkroun qui est en pleine communication par rapport à sa première phase de réparation. Pour le moment, elle a une avance de 2 milliards. Oui, je pense que c'est un travail méthodique qui se fait au niveau du Ashkroun. Les victimes qui ont été recensées au niveau de la CVJR avoisinent les 22 000 et le Ashkroun a eu 2 milliards pour débuter le travail de réparation. C'est une très bonne chose, mais j'avoue que la facture, l'estimation même, l'enveloppe estimée au niveau du Ashkroun, ça dépasse les 2 milliards là, comme on parle d'une avance, d'une première phase, donc je pense que ça peut aider quand même à soulager les victimes qui ont jusqu'alors les balles dans leur corps. Et ça peut aussi aider à soulager un tant soit peu les familles qui ont perdu leurs proches et qui connaissent actuellement des situations de vie assez précaires. Ça peut aussi aller dans le sens de l'apaisement, puisque quand on va commencer par indemniser certaines personnes, quand on va commencer par faire des cérémonies de libation pour purifier le pays, quand on va commencer par réunir les chefs cantons et certaines autorités du pays vont procéder à des excuses publiques, je pense que tout ceci peut contribuer à l'apaisement, à la réconciliation chère à notre pays. Le Togo a besoin d'aller vers cette réconciliation et vers cette unité nationale. Je pense que c'est à cette tâche que s'attelle le Ashkroun et tout Togolais doit soutenir ce travail qui est en train d'être fait, puisque l'objectif recherché c'est d'aller vers la réconciliation nationale. Voilà. Et une vraie réconciliation. Et quand IDP, nous sommes avec le directeur de publication du journal Temps Nouveau à sa rédaction. Les grands axes, les grands carrefours de Lomé, Ibrahima Tcha aujourd'hui sont donc dépourvus de feux tricolores. Il n'y en a pas à Agoué, grand carrefour à côté du stade. Agoué Minamaru, pas du tout. Et en ville, on n'en trouve même pas. Tout est en panne. Où on attend encore une grande rencontre, une grande conférence, un grand sommet pour pouvoir nous revoir, nos feux tricolores dans les grands carrefours de Lomé. Non, mais ça, je pense que ça revient, c'est la compétence de la municipalité. Donc si le maire de la ville, ou bien on parle du président de la délégation spéciale pour le cas togolais, et si le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé se donnait un peu la peine de faire un tour à Lomé, il va constater qu'à certains carrefours et surtout à des points névralgiques, les feux tricolores ne fonctionnent pas, soit c'est détruit par le fait des accidents de circulation. Souvent la nuit, il y a de ces chauffards qui viennent en tout cas prendre en vitesse ces feux tricolores. Et à certains endroits, c'est soit le dispositif même qui ne répond plus. Et donc tout ceci, je pense qu'il doit y avoir un contrôle systématique, un suivi au quotidien pour s'assurer que le feu là travaille. Parce que vous savez l'importance de ces feux dans la régulation du trafic dans notre pays. Je vais parler de la circulation dans notre pays. Donc il faudrait quand même très tôt on prenne des dispositions pour arranger ces feux-là défaillants et assurer une bonne circulation dans notre pays. C'est important et c'est un appel aussi que nous allons lancer en même temps du côté du ministre de la Sécurité
qui actuellement fait un très bon travail pour que les routes togolaises ne deviennent pas des hécatombes. Donc si on demande de la part des usagers de la route de porter les casques, de porter les ceintures de sécurité, de s'assurer que les véhicules sont en bon état, notamment par les visites techniques obligatoires qu'on doit faire au niveau des services compétents. Et il faudrait maintenant qu'au niveau de ces routes-là, qu'on mette maintenant des feux tricolores là pour éviter que la circulation ne soit pas transformée en une anarchie. Parce que quand il n'y a pas de ces feux, chacun veut passer et finalement c'est des situations désagréables qu'on constate au niveau de ces carrefours. Donc il faudrait aller vite vers le retour à la normale au niveau de ces feux par une maintenance, je peux dire, accrue de ces dispositifs au niveau de ces carrefours. Et très rapidement, il y a un grand chantier de rétention d'eau à Dido-Gomé. Quand on prend le tronçon à Dido-Gomé vers, disons, vers Limousine, et derrière l'église presbytérienne, un grand chantier de rétention d'eau abandonné, alors que la pluie s'annonce. Du côté d'Agoé, il y a la route de 50 qui quitte Golfe et vers Mouepé. Également, des travaux sont banalisés, les pluies s'annoncent. Oui, ça c'est le rôle du ministère des Infrastructures, puisque lorsqu'on donne des marchés à des entreprises et que en cours d'exécution, ces entreprises éprouvent ou bien rencontrent des difficultés, moi je pense qu'il est normal que le ministre des Infrastructures d'abord fasse un diagnostic du retard dans l'exécution de ces projets. Les bureaux de contrôle doivent forcément lui faire le rapport, doivent dresser le rapport de l'évolution du chantier. Et donc c'est par rapport à ce rapport qu'il peut aussi voir dans quelle mesure rappeler ces entreprises, en tout cas à accélérer le travail ou à revoir leur façon de travailler. Mais si tout est fait dans une atmosphère de coquetterie et de népotisme, je me dis qu'on ne peut assister qu'à ces dysfonctionnements sur les chantiers. Il n'y a pas que ce bassin de rétention d'eau. Il y a eu une route qu'on a claironnée ici, comme quoi on devait procéder à la réfection de cette route. Convenez avec moi que le délai qu'on avait donné est passé. Il n'y a pas eu un travail sérieux sur cette route. Le chantier n'avait même pas évolué pour atteindre les 10% même de l'exécution des travaux. Et entre-temps, le ministre est passé devant les parlementaires et il les a rassurés que dans 6 mois, le travail allait être livré. C'est avec vraiment tristesse que nous avons remarqué que ce chantier n'a pas évolué. Donc ça ne nous surprend pas s'il y a des chantiers qui sont abandonnés. C'est que nous sommes habitués, c'est la mode, c'est la navigation à vue, l'amateurisme, la façon de conduire les travaux dans notre pays. Personne n'est inquiété et on peut oublier ça et personne ne sera puni parce que c'est ça, quoi, le laisser aller, quoi. On n'a pas cette culture de répondre, cette culture de mettre les gens devant leurs responsabilités. Donc ça, c'est connu du Togo parce que ce n'est pas le premier chantier et je pense que ça ne sera pas le dernier. Il y en a plein sur le territoire qui sont abandonnés sans que cela ne choque les autorités du pays. Voilà. Quelques mots sur le sport avant de clore donc cette entrevue. Ibrahima Tcha, les préparatifs des éperviers pour le compte des éliminatoires de la CAN prochaine, les cadres, les titulaires en forme de cette sélection Boud, Claude Leroy s'entête, il veut faire avec les nouveaux joueurs, les locaux.
tout démarre, je crois, en juin. Vous êtes sûr qu'en 2 mois, que le roi, en se basant sur ces nouveaux, peut nous présenter une équipe digne de ce nom pour discuter les éliminateurs? Bon, mais chaque entraîneur a sa touche. Si je me réfère un peu à Stéphane Keshi pour l'expérience du Nigeria, paix à son ami n'est plus. Il était allé à la CAN avec une équipe rajeunie et la surprise c'est que cette équipe a pu sortir en tout cas avec le titre de champion lors de cette CAN. Et donc si Claude Leroy veut aussi procéder ainsi, je pense qu'il est le technicien, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que cette façon de procéder ne crée pas un malaise au sein des éperviers, puisque nous avons déjà commencé par enregistrer des défections et toutes ces défections ont pour dénominateur commun l'ambiance au sein du nid des éperviers n'est pas assez vivable, et donc c'est pourquoi les gens prennent leur tangente. Donc pourquoi cette ambiance n'est plus vivable? Donc il faudrait que Claude Leroy, même s'il veut rajeunir l'équipe, le fasse avec la manière pour ne pas heurter les susceptibilités ou bien amener à ce que certains joueurs quittent la barque avec beaucoup plus de mécontentement. C'est ce qu'il faut revoir au niveau du coaching de Claude Leroy, et surtout qu'il se jette à fond, parce qu'on a l'impression qu'il vise 2019 pour opérer le miracle. Les Togolais voudraient quand même qu'il commence par nous montrer comment il entend asseoir une bonne équipe solide avant 2019. Il nous donne rendez-vous en 2019. Dieu seul sait, est-ce qu'il pourra même qualifier le Togo pour la CAN 2019? Bon, nous voudrons voir une équipe assez compacte, une équipe assez solide qui développe un fond de jeu susceptible de mettre en déroute les adversaires que nous allons retrouver dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Et éventuellement, pourquoi pas s'armer bien pour les prochains éliminatoires du mondial. Donc c'est ce que nous voulons. Donc Claude Leroy il a l'obligation de résultats. Ce n'est pas parce que il se dit que la façon dont il est arrivé, c'est passé par des officines assez disons puissantes, et qu'il ne pouvait pas être remercié du jour au lendemain. Si le résultat ne satisfait pas les Togolais, puisque c'est le contribuable qui est utilisé, nous avons le plein droit de demander à ce qu'il soit remplacé. Donc il ne pense pas qu'il jouit d'une certaine immunité et qu'il peut faire tout ce qui bon lui semble tant que ses protégés n'auront pas à redire par rapport à tout ce qu'il est en train de faire au Togo, il sera gardé éternellement. Non, il y a à un moment donné, quand l'opinion nationale ne sera pas en accord avec la stratégie qu'il implémente au niveau de l'équipe nationale, je pense que ses protégés aussi seront obligés de le lâcher et il va plier bagage. Ibrahima Dia, merci donc de nous recevoir chez vous et bon début de week-end. Merci, nous souhaitons bon week-end aussi à tous les auditeurs et auditrices de Radio Carré Jeune, et nous vous rassurons que Temps Nouveau, la rédaction de Temps Nouveau est en tout cas ouverte, et à chaque fois que vous sentirez le besoin de venir prendre nos pressions par rapport à l'actualité politique, socio-économique et culturelle de notre pays, vous serez toujours les bienvenus. Merci. Point final à Kwandi-Depé de ce jour, qui était à la rédaction du journal Temps Nouveau, qui a pour patron Ibrahima Dia. Merci à vous également pour oreille attentive. La rediffusion dimanche à 11h, temps universel. Moi, je suis Eugène Bamazé et c'est sur Radio Carré Jeune, émettant d'Aïdo Gomé à Sieyé. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. C'était Coin du DP.
Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique, donc après d'autres regroupements de pays. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires, cherche d'abord son bénéfice. Puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.